On a tendance à voir une mutation génétique comme une erreur, un bug dans le programme de la vie. Et si je vous disais que ces erreurs sont en fait le moteur même de l'évolution? Aujourd'hui, on va voir comment de toutes petites coquilles dans notre ADN ont littéralement sculpté l'histoire de l'humanité. Ça a l'air un peu fou, dit comme ça, non? Une seule petite lettre qui change dans notre code génétique et paf, le destin de notre espèce est modifié. Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction. C'est exactement comme ça que ça marche, c'est le lien incroyable entre l'infiniment petit et la grande fresque de notre passé. Allez, plongeons dans le vif du sujet. Pour comprendre comment une erreur peut être qualifiée de parfaite, il faut d'abord savoir de quoi on parle exactement. Et pour ça, on va commencer à la plus petite échelle possible, au cœur de nos cellules. Il faut s'imaginer un peu la scène. À chaque fois qu'une de vos cellules se divise, elle doit recopier un livre entier. Un livre de 3,2 milliards de lettres. C'est un travail colossal. Et la machine est d'une fiabilité hallucinante. Mais bon, à cette échelle, même une précision quasi parfaite laisse passer quelques erreurs. C'est tout simplement inévitable. Et voilà ce qu'est une mutation. C'est ça, une altération permanente de cette séquence d'ADN. L'analogie de la coquille dans un texte, elle est parfaite. C'est une faute de frappe dans le grand manuel d'instructions qui nous fabrique. La plupart du temps, bon, ça passe inaperçu, c'est une petite virgule mal placée. Mais parfois, ça change tout le sens de la phrase. En gros, ces coquilles existent sous 3 formes. La substitution, c'est simple, une lettre est échangée contre une autre. La délétion, pouf, une lettre disparaît. Et enfin, l'addition, où une nouvelle lettre s'incruste. Chacune de ces erreurs, aussi petite soit-elle, a le potentiel de réécrire complètement une instruction génétique. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est une mutation, la question logique, c'est d'où est-ce qu'elles viennent? Qu'est-ce qui provoque ces fameuses coquilles dans notre code génétique? On peut en fait les classer en 2 grandes familles. D'un côté, il y a les erreurs spontanées. C'est le hasard pur, des petits bugs qui arrivent pendant la copie de l'ADN. Et de l'autre, il y a les facteurs environnementaux, qu'on appelle des agents mutagènes. Eux, ils viennent de l'extérieur pour agresser notre ADN et y causer des erreurs. Et alors, quel est l'agent mutagène le plus commun dans notre quotidien? C'est quelque chose qu'on connaît tous très très bien, les rayons UV du soleil. C'est l'exemple parfait qui montre comment notre environnement interagit directement avec notre génome. Alors, comment ça marche concrètement? Imaginez la double hélice d'ADN comme une fermeture éclair. Les rayons UV peuvent agir comme un coup de chaud qui va souder 2 dents de la fermeture l'une à l'autre. Ça crée un nœud, un blocage. Et si la cellule n'arrive pas à réparer ce dégât, eh bien la mutation devient permanente. Mais attention, c'est là qu'il y a une distinction absolument cruciale à faire. Toutes les mutations n'ont pas le même destin. Celles qui touchent les cellules de notre corps, disons notre peau, elles meurent avec nous, elles ne sont pas transmises. Mais celles qui touchent les cellules reproductrices, les spermatozoïdes et les ovules, elles peuvent être transmises à la génération suivante. Et ce sont ces mutations-là, les mutations germinales, qui sont la véritable matière première de l'évolution. C'est là que tout se joue. Allez, on change complètement d'échelle. On passe de la cellule unique à des dizaines de milliers d'années dans le passé. On va voir comment ces mutations héritées permettent aujourd'hui aux scientifiques de jouer les détectives du génome et de lire des histoires qu'on pensait oubliées à jamais. Le processus en lui-même est juste incroyable. Les scientifiques partent de fossiles, ils arrivent à en extraire des tout petits fragments d'ADN, souvent très abîmés par le temps. Ensuite, ils photocopient ces fragments des millions de fois pour en avoir assez, et enfin, ils les séquencent. L'étape finale, c'est comme un puzzle géant sur ordinateur pour assembler tous ces bouts et reconstituer le code génétique d'un être qui a vécu il y a des millénaires. Et à quoi ça sert tout ça? Eh bien, en comparant ces génomes anciens avec les nôtres aujourd'hui, on peut y déceler des traces de métissage très anciens. On découvre que nos ancêtres Homo sapiens ont eu des enfants avec d'autres groupes humains, comme les Néandertaliens ou encore les Dénisoviens. Et on a un exemple absolument stupéfiant. Un groupe humain ancien, les Dénisoviens, possédait une variante d'un gène, EPS1, qui est une super adaptation à la vie en haute altitude. Des dizaines de milliers d'années plus tard, on retrouve cette même variante, quasiment identique, chez les Tibétains modernes. La conclusion est limpide, c'est un héritage direct. Et quel est cet avantage concrètement? En altitude, le corps a tendance à produire plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Le problème, c'est que ça épaissit le sang, ce qui est dangereux. Eh bien, cette mutation empêche cette surproduction. Elle permet de mieux utiliser le peu d'oxygène disponible sans les effets secondaires. C'est un véritable super-pouvoir, hérité de nos lointains cousins disparus. Passons à un autre exemple, beaucoup plus récent et qui touche plus d'un tiers de l'humanité aujourd'hui. C'est un cas d'école qui montre comment une mutation peut être directement liée à une révolution culturelle. C'est un fait assez contre-intuitif.
Pendant la quasi-totalité de notre histoire, la norme pour un adulte humain, c'était d'être intolérant au lactose. Cette capacité à digérer le lait, que beaucoup d'entre nous considèrent comme normale, c'est en fait une adaptation très très récente à l'échelle de l'évolution. Le déroulé des événements est fascinant. Ça commence il y a 10 000 ans, avec l'invention de l'élevage. Mais attention, ce n'est que des milliers d'années plus tard que la mutation qui permet de digérer le lait apparaît et commence à se répandre. Et aujourd'hui, on la retrouve principalement là où il y a une longue tradition d'élevage laitier. Et cette répartition, elle est tout sauf uniforme. Rien qu'en France, c'est flagrant. En Normandie, grande région d'élevage, près de 90% de la population peut digérer le lait à l'âge adulte. On va en Corse et là, on tombe à 35%. Une telle différence, ça crie qu'il y a un facteur environnemental très fort qui a favorisé la mutation à un endroit, mais pas à l'autre. Et la clé de l'énigme, c'est la vitamine D. Notre corps en fabrique avec le soleil, mais dans le nord de l'Europe, le soleil, il n'y en a pas beaucoup. Or, le lait est une source incroyable de vitamine D. Pour ces premiers éleveurs du Nord, pouvoir digérer le lait, ce n'était pas juste pratique, c'était un avantage de survie immense qui protégeait notamment les enfants du rachitisme. La sélection naturelle a fait le reste. Donc, pour résumer, l'idée est simple, mais vraiment puissante. Les mutations, ce sont des erreurs au hasard, c'est le carburant brut du changement. Mais c'est l'environnement, via la sélection naturelle, qui va trier et choisir les mutations gagnantes, celles qui donnent un avantage à un endroit et à un moment donné. Et toute cette histoire, elle est écrite en nous, dans notre propre ADN. De la simple coquille dans une cellule aux grandes adaptations de notre espèce, la mutation est vraiment le fil rouge de notre histoire. Nos gènes, ce n'est pas juste un livre qui raconte notre passé, c'est une histoire qui continue de s'écrire, en ce moment même. La vraie question, c'est de savoir quel sera le prochain chapitre.